Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct et on attend vos appels au 0826 300 300. Très bon lundi à vous. Je ne sais pas si vous travaillez, nous en tout cas on est là avec Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Bonjour à vous. Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne. Et nous attendons Arnaud Benedetti qui ne devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas, là les embouteillages, c'est pas ça, c'est peut-être une panne de réveil, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Pas d'excuses, Arnaud. Non, mais on peut peut-être en dire un mot quand même de ce lundi de Pentecôte. C'est un jour férié. C'est un jour férié. Ouais. Voilà. C'est la fête de l'Esprit Saint qui tombe mais sur les apôtres. On ne devait pas travailler, donc en fait les entreprises aujourd'hui ont décidé que... Chez moi, ils ne travaillent pas. Oui. Mais je pense que chez Sud Radio, on travaille. La maison est tenue. C'est une très bonne maison. Mais est-ce que ça veut dire que vous payez vos salariés ? Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne veux absolument pas m'occuper de ça. J'ai un expert comptable qui fait ça très bien. Mais j'imagine que les gens sont payés, oui. Oui, cette journée de Pentecôte, parce qu'on parle d'une deuxième journée de solidarité. Oui, en termes de Nouveau Monde, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'effectivement, on nous ressort les mêmes recettes en permanence et qu'effectivement, dès qu'il y a un problème de budget, on va chercher les sous dans les poches de ceux qui ont le moins, et c'est un peu ça le principe de cette journée, c'est on va chercher chez les travailleurs, on leur demande de travailler gratuitement, et on voit bien qu'aujourd'hui en plus il y a aucune règle nulle part, et que donc du coup il y a des gens qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui posent des RTT qui sont pas payés, enfin c'est juste pas possible, quoi. Allez, on va en reparler tout à l'heure, on va parler de ces 72 maires LR qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. Alors opportunisme ou réalisme, et puis la tribune de Marlène Schiappa hier co-signée avec deux autres députés qui en gros dit c'est nous le chaos, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis faut-il interdire la publicité pour les voitures? C'est la proposition qui a été faite par un député. On va y revenir avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alexis, un coup de gueule et un coup de cœur parce que c'est drôle. C'est l'arbre, le chêne qu'avaient planté Donald Trump et Emmanuel Macron est mort. Oui. Alors Emmanuel Macron, il faut savoir qu'il est champion de la Terre, il a un badge pour ça, il veut Make Planet Great Again. C'était un grand cadeau de la France aux États-Unis. On avait la belle photo où ils étaient en mocassin là, dans le jardin de la Maison Blanche. Et les femmes en talons aiguilles. Et voilà, quelle sorcière maléfique se sont penchées sur le berceau de ce jeune chêne. Vous y voyez J'y vois bien sûr un oracle terrible pour la suite des relations franco-américaines. Non, évidemment que non, mais quand même, ça en dit long sur le traitement diplomatique des Américains du reste de la planète, parce que ce chêne en réalité il n'a jamais été replanté, donc ils ont fait la photo, ils l'ont mis, ils ont vu qu'il était en train de crever, puis ils ont dit, on a autre chose à faire que de faire vivre ce chêne de l'amitié franco-américaine qui crève et qui crève comme cette relation d'ailleurs, et qui nous paye notre argent pour le temps, et puis après on en reparlera. Donc c'est un peu triste, un arbre qui meurt quand même. C'est triste, donc voilà, arrêtons de jouer avec le vivant, et et puis ça montre aussi un peu, ça permet de parler aussi de la politique écologique de ce gouvernement qui est quasi inexistante, puisqu'on a le scandale des plastiques qui est en train de monter sur le recyclage des plastiques, notamment en Asie, où les pays d'Asie qui accueillaient nos plastiques commencent à en avoir marre et disent maintenant ça va être à vous de recycler, ça va devenir très compliqué. Et la réponse c'est alors oui, on va recycler davantage de plastique au lieu de dire on va essayer d'en produire moins et d'en consommer moins. Donc on marche vraiment sur la tête et on continue, c'est fou. Éric Verhaeghe. Oui, alors moi c'est un coup de cœur, parce que vous savez que j'aime pas les coups de gueule. Mais enfin ils sont toujours un peu perfides vos coups de cœur. On fait comme on peut. Pardon. On ne se refait pas. Et donc moi je voulais faire un coup de cœur pour la première marche des fiertés dans les banlieues qui a eu lieu ce week-end à Saint-Denis, puisque c'est vrai que la marche des fiertés généralement elle tourne autour du Marais à Paris, et c'est un combat un peu gagné d'avance. Et je pense que s'il y a des combats à mener contre l'homophobie, ils sont plutôt dans les banlieues et probablement dans le 9-3, comme on dit en Seine-Saint-Denis, où c'est vrai que il y a une forte proportion de population. Dans le 16e arrondissement comme dans les quartiers populaires. Si je peux finir. Oui, non, mais je me permettais juste une petite précision. J'ai le commissaire politique avec moi qui me dit ce qu'il faut penser, mais je dis pas ce qu'il faut penser, mais la perche. Il n'y a pas que dans les quartiers qu'il y a de l'homophobie. Je sais que les bien-pensants des beaux quartiers parisiens disent mais tout ça ne se dit pas, tout ça est relatif, etc. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui,
Il y a une communauté en France qui est productrice d'homophobie. C'est un tabou, mais je pense que c'est pas mal que ce soit des associations qui lèvent ce que certains refusent de lever. Et c'est vrai que, de fait, aujourd'hui, l'islam en France est productrice d'homophobie. Ce n'est pas la seule communauté qui en produit, mais c'est probablement aujourd'hui la communauté qui l'assume le mieux et qui le combat le moins. Et donc je trouve pas mal qu'en France... Vous vous souvenez des manifestations de la Manif pour tous quand même ? C'était pas l'islam qui était en tête de... Attendez, la Manif pour tous n'est pas homophobe. La Manif pour tous, il y avait une bonne part d'homophobie. Que le mariage entre personnes du même sexe... Non, mais c'est toujours étonnant de focaliser sur l'islam, alors qu'on a eu quand même dans de récentes périodes les plus grandes manifestations de ce pays contre le ici. C'est vous et c'est contre les cathos. Le président du printemps républicain, Amin El Khatmi, dit faire une Pride à Saint-Denis ne suffira pas à masquer la réalité. L'homophobie est certes partout, mais les LGBT sont bien plus en insécurité à Sevran ou Bagnolet qu'à Versailles ou Neuilly. Il y a une homophobie structurelle dans les quartiers et il ne sert à rien de la nier. Et Esther Benbassa, dans la manif, a insulté, a réprimandé Liès, ce jeune homme qu'on a vu dans Envoyé spécial qui s'est fait tabasser. Il habite la banlieue par des musulmans. En fait, donc voilà. Donc il y a quand même quelque chose de structurel. Non, mais on sait qu'il y a une fraction politique en France qui le nie. Il y a un certain nombre d'élus de gauche qui font affaire avec les islamistes pour se faire réélire et qui sont prêts à nier toutes les évidences. Conspirationnisme, tout ça. C'est pas des conspirationnistes, c'est pas moi qui participe à des journées avec des défenseurs d'un islam radical. Mais personne, je connais pas un élu qui fait l'apologie de l'islam radical. Les journaux. Oui, ou alors il faut le savoir bien les lire et pas les interpréter. Mais je veux juste dire une chose. Certes, on note que vous défendez l'homophobie islamiste. Ah bah oui, bien sûr, je défends. Mais non. Je dis même que je suis très heureux que cette manifestation ait eu lieu en Seine-Saint-Denis. C'est une très bonne initiative. En revanche, j'aurais aussi aimé que nous expliquiez que dans beaucoup de familles, et notamment dans les familles catholiques, il y a beaucoup d'enfants qui sont rejetés, qui sont même parfois battus, qui sont reniés par leurs parents. Vous avez le moindre chiffre là-dessus. Mais oui, mais lisez la moindre preuve. Si vous lisez, regardez les associations, le refuge, l'association Le Refuge. À part colporter les rumeurs que vous entendez, est-ce que ça s'appuie sur la moindre étude sérieuse ? Argument contre argument, dire que vous mais moi, colportez je les fausses peux vous rumeurs. citer le nombre d'agressions homophobes qui ont lieu dans les quartiers. L'association Le Refuge qui recueille des jeunes gens des familles du 16e arrondissement, parce que les familles du 16e arrondissement, et là je caricature un peu, mais c'est pas que les familles du 16e arrondissement, mais c'est pas les quartiers. Sur l'origine géographique des jeunes recueillis membre de l'association Le Refuge, je sais juste que le travail de l'association du Refuge fait ce travail. Vous n'avez aucune preuve. Je viens de vous citer une source qui s'appelle Le Refuge qui fait juste un exemple pour redescendre un peu une amie à moi qui a épousé sa copine et effectivement qui vient d'une famille plutôt catho de Vendée, eh bien qui a fait une apostasie et donc elle a fait une fête d'apostasie. Et alors expliquez ce que c'est que alors apostat, c'est quand on refuse à son baptême et au sacrement et on fait une lettre à son évêché et donc l'évêché lui a répondu c'est une décision très grave qui vous engage personnellement et devant Dieu. Donc non parce que les religions quelles qu'elles soient ont un problème avec ça et avec le corps des femmes et avec le corps des humains. Non mais c'est pas du renvoi deux ados, c'est une réalité. Mais attendez, est-ce que vous avez vu un transsexuel se faire frapper par 3 gars dans une manifestation catholique ? Moi, j'ai vu, il y a 2 mois, 1 mois, non, mais ça, c'est le coup du signe noir. Un transsexuel de grands principes philosophiques. On se mettra pas d'accord. Vous ne vous mettrez pas d'accord. Je parle des principes qui sont au cœur de certaines religions qui excluent justement des gens par leur sexualité. Une page dans le Nouveau Testament qui dit où Jésus, et je ne suis pas chrétien, dit il faut frapper ou tuer les homosexuels. Sodome et Gomorrhe. Voilà. Non, mais je vous parle du Nouveau Testament. Le Sodome et Gomorrhe ne fait pas partie du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a une seule page de la religion catholique qui appelle à la violence contre les homosexuels ? Est-ce que vous voulez que je vous sorte des pages équivalentes dans le Coran ? Donc arrêtons ce renvoi dos à dos qui est une pure imposture. Donc c'est une bonne chose pour vous que cette Gay Pride soit allée, LGBT soit allée dans les quartiers pour sensibiliser à ces questions. Arnaud Benedetti nous a rejoint, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Votre livre, Le coup de com' permanent, est toujours d'actualité. Merci. Plus jamais. Merci. Je pense que c'est le titre vraiment le plus génial de l'année. Et justement, vous vouliez nous parler d'un coup de com'. Oui, alors je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou... c'est certainement pas un coup de cœur de ma part. On va peut-être écouter. C'est Sibeth Ndiaye et Julien de Normandie, donc tous les deux ministres, secrétaires d'État, qui, à l'occasion du secrétaire d'État et ministre. À l'occasion du match de foot de l'équipe de France de féminine, ont publié une petite vidéo. Dis-moi, Sibeth. Ouais. C'est quoi le principal défaut de Cédric, selon toi ? Cédric, moi je dirais qu'il est prétentieux.
Exactement. Cédric, il est prétentieux parce que tu vois, il se pense pro alors que les vrais pros, elles sont là. T'as carrément raison. Les vrais pros, c'est notre équipe et on espère tous qu'elle ira en finale. Pas vrai ? Ah, ça c'est clair. On les supporte et c'est dès ce soir. Voilà. Donc c'est une vidéo où ils sont tous les deux avec un drapeau, elle est enveloppée dans un drapeau. Donc c'est quoi ? C'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? C'est quoi comme c'est assez consternant. Ils se sont fait allumer sur les réseaux sociaux. Je suis resté sans voix parce que d'abord la performance des comédiens me paraît bien en deçà de ce que l'on peut demander. Très gênant. Même à des comédiens amateurs. Surtout des ministres. Et ensuite il y a deux choses qui me choquent. D'abord cette espèce de régression infantile dans laquelle je veux dire on patauge pour tout simplement adopter une position qui se veut une position proche des gens, familière, cool, décontractée, accessible. Je trouve ça finalement complètement à contre-emploi au regard en plus de la situation que l'on traverse, une situation quand même sociale qui est difficile. Mais ensuite, moi je pense que ça traduit quand même quelque chose de l'état d'esprit de la Macronie. C'est-à-dire que c'est un grand classique avec cette majorité, comme ils pensent finalement avoir sauté l'obstacle des européennes avec un certain succès, ils se relâchent en termes de comportement et en termes de communication. Je pense que ça traduit à la fois une forme d'immaturité quand même manifeste, me semble-t-il, mais en même temps une espèce d'ivresse liée à un sentiment d'invincibilité qui, à mon avis, est totalement, en l'occurrence, surdimensionné au regard de la situation réelle du pays. Mais ça traduit ça, cette communication un peu, je veux dire, qui se veut encore une fois proche, décontractée, familière. Ça traduit quand même quelque chose de profond dans la gouvernance et dans la relation à l'opinion, dans la relation aux politiques, dans la relation à la société de la majorité et en tout cas d'un certain nombre de ses responsables. Alors, voilà. Je signale qu'ils sont quand même en hausse de un point de plus pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Un point. Mais pas grâce à cette... Non, pas grâce à cette vidéo. Mais c'est vrai que la vidéo, voilà, vous l'avez peut-être... ça a été énormément commenté sur les réseaux sociaux et on s'est beaucoup moqué d'eux. Peut-être un commentaire chacun, Alexis Poulain. Moi, je trouve que c'est obscène, en fait, parce que derrière, il y a quand même toujours en tête les éborgnés des manifestations, les gens, la répression telle qu'elle a été. Ça disqualifie tout ce genre de communication sur le mode de l'humour et de la légèreté. Pour moi, ils sont disqualifiés de toute façon et à long terme. Et le fait c'est ce sentiment d'impunité qui se permettent de faire ça, alors ils ont le droit en privé, mais de le faire en termes de communication publique, je trouve ça d'une obscénité vraiment dégueulasse. Oui. Je dirais pas mieux qu'Alexis, je suis d'accord, j'ai été affligé de voir cette vidéo, je trouve ça... Mais c'est ni drôle ni bon. Mais non, rien ne va. Intérêt, et puis quoi, le sujet, à la limite, le sujet est quand même suffisamment grave, enfin, la question des discriminations, la question de la place des femmes dans le sport, etc. Pour que, en plus de ça, on sait qu'on a une ministre qui est aussi une ministre de la communication, qui est Marlène Schiappa, qui parle beaucoup et qui dit faire beaucoup sur la question de la place des femmes dans la société, et notamment de la question des discriminations. Et en revanche, on voit bien que sur la question des budgets et de l'action politique, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc on sait qu'aujourd'hui, le personnel politique, et notamment ceux qui sont aujourd'hui dans la tête des ministères, sont là pour faire de la communication et pour vendre quelque chose qui n'existe pas, en fait. Ouais. On va reparler de Marlène Schiappa dans un petit instant, mais je voudrais peut-être entendre votre coup de cœur pour Olivier Besancenot. Oui, c'est un petit coup de cœur pour Olivier de Besancenot, oui, parce que dans cette période un peu difficile pour la gauche qui a été atomisée lors de ces élections européennes, d'entendre Olivier Besancenot, qui a parfois eu des positions très indépendantes, c'est-à-dire qu'ils avaient créé le nouveau parti anticapitaliste sans parler forcément avec les autres forces politiques. Aujourd'hui, appeler à l'ensemble des forces de gauche, sociales, politiques, intellectuelles, de se rassembler dans les luttes et aussi dans les urnes, bon, ça donne un petit espoir, je pense, aux sympathisants de gauche. Et puis il a un discours que je trouve très, très intelligent, très posé, très réfléchi. Et je trouve qu'il a, je pense, ancien monde. Non, je crois pas qu'il soit ancien monde, parce qu'il a toujours été un peu en marge de la politique institutionnelle et qu'il a toujours été présent dans les luttes. Je pense que c'est quand même une personnalité qui est très appréciée et crédible aussi, je pense, sur la question de ses engagements. Et je trouve que ça fait du bien de l'entendre. Vous pensez qu'il peut rassembler, qu'il peut amener à... Je pense qu'il a une grosse... Il a une responsabilité, je pense, oui, parce qu'il rassemble assez large, je crois. Allez. Et qu'il plaît aux Français, je pense. On va se retrouver dans un instant et puis on va parler quand même de cette séquence un peu plus que scandaleuse deux journalistes, Daniel Riolo et Jérôme Rotten, donc anciens joueurs de foot, qui sur un plateau sont exprimés un petit peu comme s'ils étaient chez eux. Alors dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on peut tout dire ? Quelle est la limite ? 0826 300 300, on y revient dans un instant.
portes du 14 au 16 juin. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct, on commente l'actualité, on va parler de ces maires LR qui quittent, qui ont décidé de quitter leur parti pour soutenir Emmanuel Macron. Et puis la journée de solidarité. Est-ce que vous travaillez? Dites-nous, 0826 300 300. Je voulais revenir sur cet échange qui s'est passé sur RMC Sport. Daniel Riolo et Jérôme Rotten qui s'expriment à propos de la jeune femme qui accuse Neymar de viol. Écoutez. Mais la nana, tu l'as vu la nana? Ouais, j'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la deuxième division, ça. Non, mais les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une ligue dans le débat. C'est une ligue. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, c'est une histoire. Non, rien à voir. Le débat parallèle. Attends, quand tu t'appelles Neymar, t'as un minimum de qualité, quoi. Quand même. Je sais pas, peut-être que lui, il kiffe. Et puis, normalement, c'est Champions League. Et au moins, ça passe les 8e. Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Voilà. Donc, Marlène Schiappa a finalement réagi. Elle a saisi le CSA. Elle a demandé au CSA de se saisir. Jérôme Rotten et Daniel Riolo se sont excusés. Je tiens à présenter mes excuses suite aux propos tenus dans After RMC jeudi concernant ce n'est pas acceptable. Je regrette de ne pas en avoir pris conscience sur le moment. Et Daniel Riolo regrette d'avoir dérapé sur une sale blague. Voilà. Donc. Oui, c'était pas drôle. Une blague, d'habitude, c'est marrant. C'est pas une blague, là, c'est un commentaire. C'est un commentaire. C'est des propos de corps de garde, comme on disait quand j'étais petit. C'est pas frais. Alors, je dis ça, mon fils, c'est pas frais. Non, mais quelle est la limite? Ce sont des propos qui sont contraires à la dignité humaine. Et c'est vrai qu'il y a des jurisprudences, d'ailleurs, sans vouloir faire du juridisme à la con, il y a des jurisprudences qui définissent ce qu'est la dignité humaine, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et là, c'est vrai que comparer publiquement une femme à un avion de chasse ou à une seconde division ligue ou je sais pas quoi, tout ça se tient pas. Et c'est vrai que sur une chaîne de télé qui est promue sur le câble, il n'est pas de bon ton de faire ce genre de choses. Maintenant, est-ce que ça mérite une saisine d'une commissaire politique qui vient faire la censure? Je pense que... Oui, non, mais quand on voit que Tex a été viré pour une blague de mauvais goût, là, il y a une question. Alors, il y a une responsabilité de la radio. Oui. Je pense, c'est un employeur comme un autre. Donc, à un moment donné, quand il y a une faute professionnelle, je ne sais pas s'il faut licencier ou s'il faut mettre à pied quelques jours, mais la sanction s'impose. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui le nombre de femmes qui hésitent à porter plainte pour des motifs de harcèlement dans l'entreprise ou des motifs de viol dans l'entreprise, je pense qu'une grande maison comme celle d'RTL a une responsabilité à donner une image. C'est RMC, non? Oui, c'est RMC. Pardon. A une responsabilité, un devoir d'exemple. C'est plus une connerie ce qu'ils ont fait, c'est pas une blague, c'est vraiment. Je pense condamnable au sens même par l'employeur. Oui, c'est par l'employeur, mais sur la loi, c'est pas. Est-ce que la limite des propos. Je sais pas sur la loi, j'ai pas la compétence en la matière, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon la société a changé, c'est qu'elle tolère moins ces propos style café du commerce, bas de gamme, grossier. Et elle surtout, elle tolère. Oui, c'est assez affligeant. Mais bon, c'est une évolution générale, j'allais dire, des mœurs, qui fait qu'on a moins de tolérance par rapport à ce type de discussion, surtout quand elle est publique. Alors c'est vrai que, bon, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, c'est que de là à en faire un sujet, de polémique absolue, moi je dis qu'il faut aussi traiter par le mépris ce type de propos. Après qu'il y ait une responsabilité de l'employeur, dans la diffusion de ces propos, ça me paraît évident. D'autant plus que je crois que M. Riolo s'est déjà fait remarquer sur des propos concernant le Parti communiste, avec une interprétation historique qui est, à mon avis, assez ambiguë et ambivalente. Donc il est pas, disons qu'il est coutumier de ce type de dérapage. Voilà. Oui, ce qui est plus grave dans leurs propos, c'est qu'il y a une accusation de viol. Alors visiblement, Neymar a apporté un certain nombre d'éléments pour prouver qu'il s'était fait piéger. Mais ce qui est sous-entendu dans leurs propos, c'est que la fille était trop moche pour se faire violer. En gros, c'est quand même ce qui est sous-tendu dans ce discours-là. C'est Neymar. Oui,
Voilà, surtout, ils sont d'un côté plutôt que de l'autre, ils cherchent pas à savoir. Et surtout, c'est une émission de sport, donc à un moment, tu te dis mais comment des propos pareils. Le problème, c'est pas tant. Ils vont le dire entre eux tranquillement hors antenne et faire des blagues sexistes. J'imagine que c'est coutumier, mais le faire à l'antenne, c'est autre chose. Et puis, ce qui m'embête, c'est le deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'effectivement, on est allé virer Tex qui avait fait une blague lui de ses acabis, mais il a été viré le lendemain ou le surlendemain, pas pour les mêmes raisons. Hein. Jean-Marie Bigard aussi qui s'est vu sa tournée annulée pour une blague débile sur le plateau d'Ardisson. Et là, donc, ce monsieur s'excuse le lendemain et ce serait genre comme non, soit c'est pour tout le monde pareil, soit on dit bon bah oui, on arrête ou on continue. Mais oui, l'époque a changé. Il faut en être conscient. Et il y a des dinosaures qui ont du mal à se rendre compte que il y a un réchauffement climatique, il y a un réchauffement aussi de la censure. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit à l'antenne. Mais alors là, vous dites que c'est de la censure. Je dis que c'est de la censure parce qu'à un moment, oui. En gros, vous dites on peut plus rien dire. Non, je dis pas ça parce que là, c'est vraiment. C'est compliqué. Ouais, mais le problème, c'est la limite et la gradation dans ce genre de truc. C'est-à-dire qu'entre une blague et une remarque sexiste, qu'est-ce qui passe? Parce que la blague, à la limite, pourquoi pas? Elle est nulle, elle est naze, c'est un truc d'un autre monde, mais c'est une construction intellectuelle. Là, c'est une remarque sexiste, c'est encore autre chose. C'est de l'attaque ad hominem, c'est de l'insulte aussi. Ouais. Donc, tout le problème est là, c'est que. Et derrière, vous avez en plus, moi, ce qui me fait le plus peur dans le monde qui vient, c'est la censure des algorithmes, des plateformes qui amène là, elle, une censure d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire bouffer par un certain puritanisme anglo-saxon et on le voit venir et on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas puritain, vous n'êtes pas moderne. Or, il y a certains Gaulois qui aimeraient rester Gaulois. Voilà, c'est malheureux. Oui, mais je ne vois pas bien votre position dans l'histoire. La position, elle est en même temps. Elle est très macroniste. Non, parce que les macronistes, pour le coup, ils sont puritains à 100%, ils vont le dire. Mais... Non, elle est justement. Je dis. Non, mais vous dites c'est pas bien, mais en même temps, on devrait pouvoir le dire. Non, mais à propos, parce qu'en fait, je décale le débat sur le puritanisme. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est sur. Alors, mais là, on n'est pas sur du puritanisme. On est sur de l'insulte. Oui, sur de l'insulte, mais c'est de la remarque de café du commerce. Enfin, c'est pas derrière, c'est un truc. Je suis désolé, mais tous les mecs qui vont parler entre eux, enfin 90% des mecs de cet âge-là qui vont parler entre eux vont dire ah Neymar, il peut s'en taper une autre quand même. Oui, mais quand on est à l'antenne, est-ce qu'il n'y a pas ils ont la cinquantaine, j'imagine. Donc voilà, donc c'est pas, ça me choque pas qu'ils disent ça. Ce qui est choquant, c'est qu'ils le disent à l'antenne. Voilà, parce qu'il derrière, il a une responsabilité. Mais il y a quand même, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce tapis dans l'ombre, cette censure puritaine. Anne dit un truc très juste, c'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est que n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a une responsabilité quand on passe à la télévision. L'émetteur est importante. C'est vrai qu'on dit tous des trucs très cons dans notre entourage, très vulgaires, très grossiers. Et voilà. Voilà. Mais je trouve que c'est assez juste. C'est le lieu et la personne qui fait que ça se fait pas. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des Républicains, 72 maires LR qui appellent à soutenir Macron. Puis on dira quand même quelques mots sur cette Marseillaise sifflée en Turquie. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct et il s'en est passé des choses ces derniers jours. On a fait un bon tour de table. Alors ces maires républicains qui appellent à soutenir Emmanuel Macron, 72 maires. Alors c'est vrai que 72, donc c'était une tribune dans le JDD, donc on est encore dans la com, dans le politique. Par rapport à la masse des députés, des soutiens à LR, c'est une goutte d'eau. Surtout, c'était quand même des maires qui, pour la plupart, étaient déjà dans l'orbite macronienne. Christian Béchu, pour un grand nombre d'entre eux. Donc, en ouais. effet, il s'agit plus d'un coup de communication que d'une transhumance politique surprenante en la matière. Mais bon, c'est une étape de plus, si vous voulez, quand même, dans la désagrégation de la famille politique des Républicains. Moi, je pense que, si vous voulez, en fait, un parti unitaire à droite, ça restera finalement une séquence très courte dans l'histoire des droites.
Parce que quand on regarde l'histoire des droites, et d'ailleurs l'histoire des gauches, mais enfin l'histoire des droites en l'occurrence, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce matin, il n'y a jamais eu de parti unitaire. Depuis que la droite existe sous la République, vous avez eu toujours des formations politiques multiples et variées. Les formations politiques qui, à droite, ont structuré la vie politique sous la Ve République, à partir des années 70, c'était d'un côté l'UDF et d'un côté le RPR. Donc d'un côté des libéraux, démocrates chrétiens. Je rappelle d'ailleurs que l'UDF, on l'a oublié, mais c'était déjà une confédération. L'UDF, c'était une confédération de formations politiques. Les démocrates chrétiens, c'était pas du tout la même culture que les libéraux, qui étaient beaucoup plus à droite d'ailleurs, au demeurant. Souvenez-vous. Vous aviez les radicaux, vous aviez les démocrates chrétiens, vous avez même des sociodémocrates, une petite branche des sociodémocrates qui s'était installée dans l'UDF. Donc la culture politique à droite était une culture de formations politiques multiples et variées et qui finalement représentaient des sensibilités politiques différentes. Il y a eu en effet deux hommes qui ont réussi à proposer une synthèse, à offrir une synthèse et qui s'est incarnée dans un parti unitaire. C'est Jacques Chirac au milieu des années 90 et surtout à partir de 2002 lorsqu'il l'a emporté contre Jean-Marie Le Pen et l'UMP naît à ce moment-là, et Nicolas Sarkozy parce qu'il a réussi ce miracle de réunir autour de sa personnalité et de sa stratégie politique l'ensemble de ces sensibilités politiques qui se sont fédérées parce qu'elles ont vu là à un moment donné un leader qui leur permettait de conquérir, de gagner et éventuellement de conserver le pouvoir. Mais cette séquence, ça sera une séquence, à mon avis, qui sera très courte dans l'histoire des droites. Et on en revient finalement aujourd'hui à un paysage politique à droite, qui est un paysage politique morcelé, où en effet, la stratégie de Laurent Wauquiez a échoué, parce qu'en fait, la stratégie de Laurent Wauquiez, c'était de reconquérir les classes populaires et les classes moyennes. Il n'y est pas parvenu. Il a essayé, in fine, de reproduire le logiciel qui avait été celui de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire la stratégie Buisson. Mais si vous voulez, on fait les poches d'un électorat une fois, pas deux fois, en l'occurrence, et c'est vraisemblablement l'échec de Laurent Wauquiez, mais c'est pas seulement son échec. Je pense que le problème aujourd'hui des Républicains, c'est le problème de trouver une place entre une droite macroniste qui représente justement un peu cette ancienne UDF et qui se retrouve tout à fait confortable dans l'offre politique d'Emmanuel Macron, et une droite qui est en train de changer, qui est la droite de la droite, qui est Marine Le Pen, parce que, in fine, moi je pense que le logiciel politique de Marine Le Pen est en train de changer. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui devient de plus en plus souverainiste et de moins en moins identitaire, en l'occurrence. En tout cas, elle essaye en termes de communication politique, disons, de préempter cet espace. Quelle est la voie aujourd'hui pour une formation républicaine de droite quelle est la voie? C'est une voie extrêmement étroite, et je pense qu'en effet, la tribune des maires, elle ne fait que acter un mouvement qui, à mon avis, est assez naturel. Elle vient à la suite de cette tribune de Marlène Schiappa qui lance un appel à ceux qui sont, je la cite, prêts à faire passer leur pays avant leur parti. C'est-à-dire que en gros, c'est nous le chaos. Quoi. Oui, c'est l'entreprise d'hégémonie. Parti unique. Vous savez, la République en marche est un peu Saint-Just. Saint-Just, il disait ce qui constitue la République, c'est la destruction de tout ce qui lui est opposé. Finalement, la République en marche, c'est un peu ça. C'est la destruction de tout ce qui lui est opposé. C'est une stratégie dangereuse. Alors attendez, on a plusieurs appels. On a Jean-Noël en ligne. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Valérie, bonjour à tous vos auditeurs et vos invités qui sont près de vous. Moi, je voulais parler par rapport à la droite, au LR, les 40 qui ont quitté, les 72 qui ont quitté le navire avec armes et bagages. Je pense que aujourd'hui, les républicains, du moins les pseudo-républicains qui ont quitté, c'est une question d'opportunisme et une question de pouvoir être réélu. Et surtout, c'est la gamelle. Ouais, ils voient la gamelle, parce qu'il n'y a pas du tout d'intérêt ni par rapport au pays, ni par rapport à quoi qu'on dise, c'est complètement faux. Moi, à mon niveau, je le vois dans ma ville et je vois dans mon département comment ils agissent, nos amis LR. C'est lamentable, c'est pitoyable. Vous êtes dans un département où aux européennes, la République en marche a remporté la majorité. Non, c'est le Rassemblement national. Ouais. Mais un titre d'exemple, j'avais le numéro 15 de la liste républicaine, où j'étais au meeting. Il est venu au meeting, il m'a même pas salué. Il m'a mis un vent de chez vent. Mais bon, peu importe. Mais le gars, il se présente aux élections européennes. Le gars, il vous met des vents, il vous ignore. Comment voulez-vous voter pour lui? Ceci dit,
tous ces élus républicains qui sont là par opportunisme. Alors, je ne parle pas de l'UDI, eux, ils veulent des postes et nous on amenait les voix. Le MoDem, je vous dis pas, c'est du caméléon, ça va simplement à la soupe, mais c'est pas l'intérêt du pays parce que tous ces élus qui sont élus, et là je m'arrige en faux, tous ces élus qui sont élus aujourd'hui, une grande partie, ils sont plus à l'aise en tant qu'élus à avoir les salaires d'élus que d'aller travailler, être un cadre ou un petit chef d'entreprise où c'est la galère tous les jours pour un chef d'entreprise qui est une petite société qu'il faut qu'il soit au bilan et assez positif si possible. Et aujourd'hui, toutes nos valeurs sont parties et à droite, on ne sait plus où on est parce qu'on ne dit pas les choses en voix off, on se dit Marine a raison ou Truc a raison, mais par contre, quand on arrive sur un plateau télé, par rapport à beaucoup de gens, ils n'ont pas le courage de dire leurs opinions. Ils le disent en voix off. En voix off, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur un plateau télé, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Comme Chirac, il était de droite à Paris, de gauche à Tulle. Il nous a bien enfumé pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, on paye les conséquences de tout ça. Par contre, c'est notre faute. Excusez-moi Valérie, j'ai la parole 30 secondes. Excusez-moi, c'est notre faute. On élit des gens qui ne sont pas capables d'être élus et ils font des carrières politiques et après ils se refilent le mistigris à leurs enfants, leurs petits-enfants, aux neveux, aux nièces. Voilà, le problème il est là. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelé Jean-Noël. C'est vrai que c'est ressenti comme ça, hein. Ils vont à la soupe, c'est un intérêt personnel, mais quand même par rapport, alors c'est Olivier Faure qui parlait de la tribune de Marlène Schiappa en disant il y a quelque chose de totalitaire dans la pensée des marcheurs, quelque chose de soviétique dans leur foi, une dose de cynisme jamais atteinte. Je ne sais pas, ils nient les alternatives démocratiques, ils portent le chaos. Mais Pierre Jacquemin. Je pense que Olivier Faure a raison. Je pense qu'Emmanuel Macron essaie d'inventer une forme de vie politique qui ne tournerait autour que d'opportunités que le roi Emmanuel Macron serait en capacité de donner, attribuer aux républicains, aux socialistes. Et comme ça, regardez, moi j'ai réuni tout le monde, on fait de la politique, la meilleure politique du monde. En réalité, c'est dénier ce qu'est la politique d'une manière générale. Et c'est ça, c'est tout le problème que l'on peut reprocher aujourd'hui aux républicains. Ayez une cohérence politique. Si votre cohérence politique, c'est la politique de droite qui est menée par Emmanuel Macron, oui, rejoignez les rangs d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve dommage, parfois même déplorable, que des grandes personnalités de droite comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand aient abandonné la bataille. Quand il y a eu la grande bataille de ligne politique au moment de la présidence des Républicains... Quand il n'y a pas d'espace, quand Valérie Pécresse dit c'est cadenassé de l'intérieur. Ils pensent que c'est en dehors qu'ils l'amèneront mieux. C'était en 2016, je vous rappelle, en 2016, de 2016 à 2019, il s'est passé 3 ans, pardon. Et donc, du coup, je trouve dommage que quand on a appartenu à une famille où, en plus, il y avait la tradition humaniste, tradition gaulliste de la droite telle qu'elle était auparavant, d'avoir abandonné ce parti à leur invoquer sans avoir mené la bataille en interne, la bataille idéologique, quitte à en tirer les conséquences après. Mais ils ne l'ont pas menée, cette bataille. Et aujourd'hui, partir en disant ça se passe ailleurs, ça se passe du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'il va y avoir les élections régionales d'un côté et les élections municipales de l'autre, et que donc, du coup, tout ça, effectivement, laisse penser, comme le disait l'auditeur il y a un instant, que tout ça est fait d'opportunités et non plus de cohérence politique. Et c'est vraiment dommage. Enfin, c'est pas que c'est dommage, c'est même catastrophique d'imaginer que la politique se fait que par des enjeux de pouvoir et des enjeux de poste politique et non plus à partir d'une position intellectuelle de qu'est-ce que doit être la droite demain, la droite traditionnelle, ou en tout cas la droite, oui, j'ai envie de dire humaniste, telle qu'elle a pu être jusqu'à maintenant. Et cette droite-là n'existe plus. Laurent Wauquiez l'a tuée et Emmanuel Macron a repris ce qu'était cette droite. Aussi, oui. Non, mais je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué et inquiétant que ça. Puisque souvenez-vous de ce que disait Gilles Boyer peu après les élections européennes, où il a lancé publiquement une menace en disant tous ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous. Seront nos ennemis. Il a prononcé le mot d'ennemi. Et c'est vrai. Et il a annoncé des mesures de rétorsion, notamment dans les relations avec les collectivités territoriales qui seraient tenues par des maires qui feraient défaut. Et il ne faut pas oublier que Christophe Béchu, maire d'Angers, qui a signé la tribune, avait promis avant les élections européennes à Macron de le soutenir pour les européennes et ne l'a pas fait. Et on voit bien que derrière, je pense que la crise des Gilets jaunes, en réalité, a changé Emmanuel Macron, ou l'a durci, encore plus qu'il ne l'était. Et je pense qu'il s'est senti en position de faiblesse et de menace. Il a gagné, à mon avis, il se dit qu'il a gagné un peu héroïquement ou grâce à son combat personnel, et il va se montrer sans pitié. Et la tribune des 72, bien évidemment que c'est une forme
de vassalisation ou d'allégeance qui est faite par des maires de droite qui disent on a entendu les signaux, les menaces, les avertissements, et donc on se plie à l'exercice qui est un peu Vercingétorix passant sous les fourches codines. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'on peut craindre que les mois qui vont venir en France vont être marqués par un autoritarisme exacerbé d'Emmanuel Macron. Il était déjà très important, mais on voit bien qu'une mécanique s'est mise en marche depuis la crise des Gilets jaunes, puis ce score surprise aux européennes. C'est toute la cinquième qui est à remettre en cause. Ce principe-là, en fait, du roi président qui donne des prébendes. Et effectivement, c'est une vassalisation accélérée de la politique. Le grand débat, ça a été uniquement un véhicule pour qu'Emmanuel Macron aille rencontrer ses maires. Il commence à parler et faire des tractations pour parler de ça, à la fois de la campagne des européennes, mais aussi, surtout, de la campagne des municipales. Parce que c'est un parti qui n'existe pas en marche. Ils n'ont pas d'ancrage local, ils n'ont pas de militants, donc il faut absolument qu'ils gagnent des villes. Donc c'est ça le grand jeu. Et qu'est-ce qui se passe avec cette tribune-là, avec le terme d'ennemi? En parallèle, vous avez, d'un seul coup, Gérard Collomb qui se fait emmerder pour une histoire, et ça tombe là. Et vous aurez d'autres grandes maires de grandes villes. Il y a une utilisation aussi de la justice pour intimider. On l'a vu avec les journalistes, quand on les convoque, quand on parle de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Ça va être la même chose avec les maires. Et ils le savent. Ils savent que ça leur pend au nez. Donc s'ils veulent garder leur fief, il va falloir faire allégeance. Et il y a en parallèle à ça une loi qui a été votée qui permet de multiplier par 4 l'émolument des maires. Et ces gens-là, généralement, vous voyez où passe Emmanuel Macron, et hop, c'est voté directement le lendemain ou la semaine d'après au Conseil. Et voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est peut-être pas si simple que ça. Non, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est vraiment la soupe et une histoire de dire. Oui, ça traduit surtout, je veux dire, un manque de sang-froid de la part d'un certain nombre d'élus locaux. Je veux dire, parce que finalement, la situation est grave à droite. Elle est extrêmement grave à droite, mais plaquer, si vous voulez, le résultat d'une élection européenne sur une élection municipale, ça n'a strictement aucun sens. Toute l'histoire électorale nous montre que ce sont deux élections totalement différentes. Les enjeux sont pas les mêmes, les personnalités sont pas les mêmes. Les sociologies sont pas les mêmes, donc ça n'a strictement rien à voir. Et très souvent, les élections locales infirment les élections nationales, et c'est déjà arrivé. Donc je pense que ça traduit surtout un manque de sang-froid et finalement une méconnaissance de l'histoire électorale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez finalement une formation politique qui pense qu'elle a gagné une élection européenne. Alors elle l'a gagnée en termes de communication politique, indéniablement, puisque finalement, quand on regarde le résultat, il est finalement très proche de celui du Rassemblement national. Donc facialement, en effet, les marcheurs peuvent considérer, et Emmanuel Macron peut considérer qu'il a finalement presque atteint son pari. Qu'il n'a pas perdu. La réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre, parce que globalement, quand vous regardez finement les résultats, 75 départements en France, le Rassemblement national arrive en tête. Il gagne plus de 600 000 voix ou 700 000 voix par rapport au scrutin de 2014. Avec un phénomène qui est nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la hausse de la participation, et je pense qu'on le montre insuffisamment, et on le dit insuffisamment, dans la mobilisation du Front National, en général, la faible participation historiquement lui profiter. Aujourd'hui, on constate qu'une hausse de participation profite au Rassemblement national. C'est un phénomène qui est nouveau. Et ensuite, quand vous faites le total de l'ensemble des listes qui étaient quand même pour l'ensemble sur les lignes qui étaient quand même frontalement opposées à Emmanuel Macron et aux marcheurs, les marcheurs sont largement minoritaires, si je puis dire, dans le pays. Donc c'est une fausse victoire. C'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire qui se nourrit de la décomposition politique, mais qui, à mon avis, ne mesure pas assez la décomposition sociale du pays. Et la décomposition sociale est beaucoup plus forte que la décomposition politique. Mais alors comment expliquer que la gauche n'arrive pas justement à monter? Parce que politiquement elle est divisée. La gauche n'est pas capable de trouver un projet politique, de trouver un homme qui soit en mesure à un moment donné de proposer une alternative. Et puis non, il y a un autre problème. C'est que je pense que culturellement, intellectuellement, le pays a basculé à droite ces dernières années. Alors je ne dis pas que c'est irréversible, mais en tout cas la bataille des idées a plutôt été gagnée à droite, et même parfois très à droite. Donc Emmanuel Macron, il surfe sur ce phénomène-là aujourd'hui. Et alors, il y a un autre souci, à mon avis, pour Emmanuel Macron, et j'en terminerai là, c'est qu'il y a une mutation de son électorat. Si vous voulez, entre 2017 et 2019, il y a une transformation. Quand on regarde de manière précise les résultats, vous voyez qu'il y a eu un transfert d'une partie de l'électorat Fillon, des Républicains, sur la liste Loiseau. Donc, il y a, si vous voulez, cette transformation de l'électorat.
Non, c'est moi qui ai allumé le son. Ça fait drôle. Il y a une transformation de cet électorat, et cette transformation de cet électorat, elle va quand même lui poser un problème vis-à-vis de son aile gauche, à un moment donné. C'est ça, parce que ce sont des maires LR, donc parce qu'il fait une politique de droite aussi. C'est aussi ce qu'on peut dire. On va y revenir avec vos appels. On aura Grégory en ligne avec nous, 0826, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble avec vous, avec Éric Vérac, Pierre Jacquemin, Alexis Poulain et Arnaud Benedetti. Nous parlons donc de ces 72 maires LR, je mets des guillemets parce que était-il encore vraiment LR, qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. 0826 300 300. Grégory est en ligne avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, c'est des opportunistes. Hein. C'est un mot d'honneur pour un mandat, on va dire. Ouais. Mais les mecs de chez LR, ils ont déjà trahi le peuple, donc pourquoi pas trahir son parti s'ils sont plus à ça près. Hein. Donc je vois pas. Ils vont y aller. De toute façon, c'est sûr et certain, ils vont être élus, mais c'est pas évident. C'est même pas évident. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Il y a 18 000 maires LR en France. C'est vrai que c'est 72 maires qui, comme le rappelait Arnaud Benedetti, étaient déjà... Oui, mais on est... Oui, étaient UDI ou... Mais on est à un an des élections, donc 72, ça en appelle beaucoup d'autres, je pense. Surtout ceux qui ont des villes moyennes et les grandes villes. Tout ça, ils vont changer de camp vite fait, surtout si M. Macron est passé, est arrivé en tête chez eux aux européennes. Oui. Donc et c'est une dictature qui dit pas son nom hein, sous Macron. Hein. Moi, oui, ce serait trop long pour expliquer, mais moi je dis à tout le monde d'aller voir un interview de Monique Pinson-Charlot sur Internet et ils vont vite comprendre ce que veut dire une dictature qui veut pas dire son nom. Oui, je ne sais pas si vous êtes nombreux auditeurs de Sud Radio à employer ce mot de dictature. Je ne sais pas si c'est pas une dictature style Venezuela, mais bon. C'est Pierre Jacquemin qui s'y connaît en dictature. C'est médiatique surtout. Oui, c'est médiatique. Oui. Non, mais il y a une pression qui est effectivement la tribune est. Il y a clairement une pression exercée par le gouvernement sur ces élus-là. Après, l'autre étape, je pense, qui va nous permettre de juger de la déliquescence ou en tout cas de l'affaiblissement des Républicains, c'est mercredi lors du propos du Premier ministre qui va faire son discours de politique générale. On va voir comment vont se dérouler les votes, notamment chez les Républicains. Il n'est pas improbable qu'une partie des Républicains décide de ne pas voter contre, mais de s'abstenir, y compris d'ailleurs chez les centristes qui sont plutôt critiques à l'égard du gouvernement. Et c'est là qu'on va voir l'ampleur des dégâts, je pense. Ouais. Et si, et là, hélas, il y a un dégât qui s'annonce quand même au sein des Républicains, ça veut dire un renforcement de la majorité, et on peut craindre effectivement, non pas une dictature, mais effectivement un renforcement de la politique d'Emmanuel Macron, donc très autoritaire, très autocentré, et c'est ça qui est sans doute le plus dangereux dans les semaines et les mois à venir. Mais on évoquait cette politique, ces maires, donc, alors vous dites qu'ils ne sont pas tous LR, mais ça veut dire aussi que Emmanuel Macron, comme l'a dit Emmanuel Mignon, qui était son ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, est le meilleur président de droite qu'on a eu depuis longtemps. Mais ça dépend de quelle droite on parle. Ouais. Parce que si on parle en effet de la droite libérale orléaniste, oui, il la représente parfaitement. Il est plus orléaniste que libéral. Oui, d'ailleurs, il est plus orléaniste que libéral. Bon, le libéralisme est quand même une forme d'orléanisme malgré tout. Mais par contre, il ne répond pas. Disons, j'allais dire, aux prérequis de la droite sociale, souverainiste, des gaullistes populaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... c'est un libéral autoritaire. Mais c'est un libéral autoritaire, oui. Mais je pense que d'ailleurs, il mène un combat contre les démocraties illibérales, mais il est assez illibéral. Moi, je le classe plutôt dans les illibéraux aujourd'hui, Emmanuel Macron. C'est pas un vrai libéral au sens philosophique du terme. Il n'aime pas les contre-pouvoirs. De toute façon, quand vous aimez pas les contre-pouvoirs, vous ne pourrez pas être libéral. L'essence même du libéralisme, l'essence même de la démocratie libérale, c'est le contre-pouvoir. Et il est en butte en permanence contre les contre-pouvoirs. Oui, Alexis. Et d'ailleurs, il est dans une stratégie d'hégémonie. Alexis Poulain. Le modèle, c'est Poutine. Ils aimeraient tous être Poutine. Ils le disent pas. Ouais. Donc vous allez dans le sens de nos auditeurs de Sud Radio. Mais enfin, à quel moment on ouvre les yeux en voyant le degré de violence de ce gouvernement qui a été élu avec très peu en fait de pourcentage du corps électoral? C'est encore une fois un problème d'organisation
manipulation du vote. Mais qui reste quand même majoritaire. Enfin, mais si on veut, mais alors on peut. C'est ça qui est étonnant. Mais non, il est majoritaire. Mais ce côté, je suis majoritaire, j'ai été élu. Non, la majorité des Français ne soutiennent pas la politique d'Emmanuel Macron. Alors oui, il gagne dans les urnes. Oui, il gagne dans les urnes. C'est la démocratie. Non alors la démocratie, justement, parlons-en. Je vous invite à lire un livre des années 20, Propaganda de Bernès. Il faut vraiment le lire. Excellent livre. Voilà, et voilà l'introduction. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Voilà Emmanuel Macron. Oui, il fabrique du consentement. Il fabrique du consentement avec justement ces gens qui sont là pour garder des petits pouvoirs locaux ou des pouvoirs nationaux. Donc c'est du vol. À un moment, il va falloir se poser la question de la démocratie au XXIe siècle. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la résistance? La résistance, elle est dans les rues tous les samedis. Alors elle s'essouffle évidemment parce qu'elle se fait bien tabasser. Mais aussi vous avez des partis qui doivent s'organiser. Que ce soit la reconstruction de la gauche, que ce soit chez LR, on n'abandonne pas des machines comme ça. Il a la sociologie qui s'est le mieux organisée politiquement aujourd'hui. C'est sa force. Sa force, il a une sociologie qui est organisée, structurée politiquement et qui défend ses intérêts. Alors je prends une analyse marxiste. Je suis pas du tout marxiste, mais de ce point de vue-là, l'analyse marxiste est très juste pour expliquer aujourd'hui les raisons pour lesquelles finalement Emmanuel Macron arrive à tenir politiquement tout en étant minoritaire. Voilà. Oui, Pierre Jacquemin. Sur les questions de démocratie, il y a tout à réinventer. Évidemment, il y a quand même beaucoup dans la classe politique qui explique qu'il faut passer à une 6e République parce qu'il faut rénover les institutions, que le système présidentiel noie la démocratie, empêche les citoyens de décider, empêche les citoyens de savoir aussi ce qui se passe au sein du Parlement. Et que donc oui, je pense qu'il y a la nécessité de vraiment faire un balayage de ce qu'a été la 5e République parce qu'on n'est plus du tout dans un système où on voit que les gens ont envie de participer, les gens ont envie de voter, ont envie de donner leur avis. Et que donc c'est ça qui est le plus important. Mélenchon, il propose de faire une constituante, mettre les gens autour d'une assemblée, au tirage au sort, décider de ce que doit être la Constitution, de ce que doit être la démocratie, de comment on décide des lois et des grandes orientations du pays. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et il n'est pas le seul à le porter. Benoît Hamon l'a porté, des gens au Parti Socialiste le portent, les écolos le portent aussi. Oui, donc je pense qu'il y a une nécessité. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes l'a porté aussi. La question de la démocratie, c'est vrai qu'il y a une crise sociale dans notre pays, mais la crise démocratique est extrêmement inquiétante. Très inquiétante. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr que la France Insoumise, tout le monde partage l'idée que Mélenchon est un grand démocrate, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a un compte à rebours qui est parti, c'est celui de l'effondrement ou l'implosion des Républicains et de la recomposition de la droite entre une aile macroniste, orléaniste et un rassemblement national qui va probablement s'ouvrir dans les mois qui viennent. Et je pense que le Rassemblement national est susceptible de gagner en 2020 sur cette base, en 2022 sur cette base. 2022, oui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Ce soir, Les Vraies Voix avec Christophe Bordet qui reviendra sur la Marseillaise. On n'a pas eu le temps d'en parler et sur ce qui se passe aux urgences. Bonne journée sur Sud Radio. À demain. Non.